Ok. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue à ce Ça délivre, à cet autre Ça délivre. Ça, c'est le Ça délivre du mois de février. La dernière fois, nous en avons eu un et évidemment, c'était toujours des moments très instructifs, très profonds au cœur de la littérature. Et aujourd'hui, nous allons passer à une autre phase et redécouvrir justement la littérature, voir quels sont les dessous de l'histoire, comment même déjà, parce que plusieurs fois on a tenu des ateliers sur écrire l'Afrique. Maintenant, nous avons l'occasion de mieux en parler et ce sera fait autour du roman, du dernier roman du sixième de l'auteur camerounais Grégoire Nguedi, qui est basé à Yaoundé. En même temps, il est éditeur et nous aurons donc l'occasion, Dominique Nitela et moi, de parcourir l'univers de l'histoire comme nouvel engagement littéraire. Et là, on se pose la question, et à la fin de ce Ça délivre, on espère véritablement que vous aurez trouvé la réponse en même temps que nous, ou alors nous aurons de meilleures pistes pour continuer à évoluer vers cette réponse. Donc, juste après notre générique, nous allons ouvrir et n'hésitez surtout pas. Vous pouvez poser vos questions à tout moment, vous pouvez intervenir à tout moment. C'est ouvert dès le début de notre programme. Donc, n'hésitez pas à déposer vos questions en commentaire. Nous les suivrons. Okay. Okay. Sorry. Veuillez vraiment nous excuser, nous avons un petit souci avec notre générique, mais il ne va pas tarder à passer. Et après cela, nous allons ouvrir évidemment notre programme avec l'auteur Grégoire Nguedi que nous recevons aujourd'hui. Ah, mais, là, c'est bizarre. Hein? Bon, ce sont des problèmes techniques, ça arrive. Bon, déjà, nous allons permettre à l'auteur de se présenter et de nous dire un bref mot de son activité littéraire, de sa présence déjà, parce qu'il a 6 romans déjà, et comment il vit cette activité littéraire. Mais d'abord, nous allons le laisser se présenter et nous pourrons engager notre programme. Bah, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde est là. Moi, je suis content d'être là. Sans vous mentir, c'est une grande première pour moi pour ce type d'échange. Et jusque-là, ça va très bien. J'espère que ça continuera comme ça. Moi, c'est Grégoire Nguedi, auteur camerounais. Je suis entré un peu, on va dire, dans le domaine, on va dire, malgré moi, en fait. Hein. J'ai commencé à écrire sans avoir de prétention, sans me dire, ouais, je vais éditer ou je ne vais pas éditer. C'était juste écrire pour écrire, quoi. Juste parce que j'avais besoin d'écrire, de mentionner des choses sur du papier. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Depuis 2010 à peu près, hein, aujourd'hui nous sommes à 6-7 romans publiés. Il y en a qui vont, un ou deux qui sortiront pour moi cette année. Et voilà quoi. Et nos moments passés dans la littérature nous ont permis un peu d'essayer de comprendre le microcosme, l'endroit où on vit et mener des réflexions sur le livre, sur la qualité du livre, sur ce que est un livre. Et justement, on a essayé, on essaye toujours de comprendre et de partager avec les plus jeunes s'ils le désirent. Je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord, Greg. Bien sûr, on peut notamment citer, entre autres diverses publications, La destinée de Baliama, Voyage entre ciel et terre, qui est très sollicité déjà, même déjà, qui a fait l'objet de plusieurs sujets à l'université et notamment qui a été sollicité aussi par plusieurs reprises au niveau de l'école normale et c'était toujours une très belle aventure. Après, nous avons eu Coup de foudre à Bouraka,
coup de foudre à Bouraka qui est tout aussi intéressant. Et nous notons que Baliama, Bouraka, ce sont des régions que l'on connaît très bien et qui nous parlent amplement quand on regarde Yaoundé, le Cameroun, ses périphéries, ces autres villes, et qui vous sont très chères, des régions qui vous sont très intimes déjà. Après, nous avons migré vers une autre forme d'expression avec Voyage entre ciel, Les hommes oppressantes, un roman sur l'écriture, sur la littérature, les mécanismes même de la critique littéraire, un petit crochet par le prix Goncourt, ou plutôt deux crochets par le prix Goncourt avec Moïse Demba. Et nous avons les trois vies de Farah Gomis, toujours des romans qui sont très ancrés dans l'univers de Yaoundé, du Cameroun. Et là, nous avons finalement le bal des sept collines. Le bal des sept collines, lui, qui nous fait revivre l'histoire de Yaoundé sous une autre perspective, sous un autre angle. Et c'est quelque chose de très particulier quand nous y entrons, parce qu'il y a ce que l'histoire, les livres d'histoire nous disent, et il y a ce que l'histoire sur le terrain, elle aussi, elle compte. Et vous allez faire un mélange de fiction et de cette histoire-là pour pouvoir nous produire le bal de cette colline, un livre véritablement qui plonge avec justement parmi des personnages, des historiens et aussi des anciens, des vieux. Et nous avons cette écriture aussi qui, à d'autres endroits, nous fait penser de plus en plus, nous écrivons au cœur de nos villes, nous écrivons au cœur de notre continent. D'où la question par rapport au thème d'aujourd'hui, écrire sa propre histoire, est-ce le nouvel engagement littéraire? Donc, à travers le développement, ce que nous allons voir avec vous, nous allons plonger pour essayer de puiser quelque chose d'essentiel, remonter à la surface avec un élément qui nous permettra de redéfinir certaines choses. Donc, voilà. Alors, déjà, première question tout de go, comme ça. Pourquoi? Pourquoi cet intérêt particulier pour cette histoire? Est-ce que l'histoire des livres d'histoire ne suffit pas? L'histoire des livres d'histoire jusqu'ici, disons quand on était gamin, ça pouvait passer. Mais maintenant, devenir adulte, ayant acquis certaines connaissances, on peut se poser des questions. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences entre ce qu'étaient les sociétés africaines et ce que, on va dire après, ce que les livres d'histoire nous racontent. Donc, on peut essayer de comprendre. Moi, le livre sur Yaoundé, en fait, vient de quelque chose de très troublant pour moi, parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de véritable héros à qui s'identifier? On va s'identifier à qui? On s'identifie toujours pour la plupart aux héros occidentaux, on parle toujours de XY. Est-ce que chez nous, on n'avait pas de grands stratèges dans des guerres, dans des combats, dans des ci, dans des ça et tout? Et c'est là que je me rends compte que pour Yaoundé, la génération justement, qui régnait, en fait, on va dire tous les hauts placés de Yaoundé, n'avaient pas de racines à Yaoundé. J'essaie de comprendre pourquoi. Et justement, quand on retourne dans l'histoire, quand on va aux origines, on se rend compte que les générations d'avant les introductions barbares des colons, il y avait des gens qui vivaient avant. Or, des gens qui vivaient avant l'introduction des colons, personne ne raconte leur histoire. On raconte l'histoire à partir des colons, comme si c'était les colons qui nous avaient créés, qui étaient arrivés, qui ont claqué des doigts et on a apparu. Or, avant les colons, il y avait des gens qui vivaient une vie. Et c'est cette vie-là que je suis allé chercher. Et essayer de comprendre quels sont les descendants de ces personnes-là. Et après, on se rend compte que ces personnes-là, justement, leurs descendants, les descendants désignés pour reprendre le pouvoir, ont tous été éliminés. Et c'est là que tu te poses la question, et on a mis qui à leur place. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les gens qu'on a mis à leur place sont justement des pantins, en fait, des gens qui étaient là pour faire le jeu de l'envahisseur. Et à partir de là, l'histoire ne peut être que faussée. Et voilà, il peut être que faussé. Et si vous voulez, maintenant pour essayer de comprendre plus, nous on est redescendu justement à la période avant les introductions barbares des colons. Et c'est là qu'on essaie de comprendre.
Et on a ressorti quelques noms des personnes qui vivaient, les Nambelekou pour Yaoundé, les Nambelekou, les gens comme Ouba Bissego et autres qui étaient des véritables héros, des gens qui ont résisté aux colons. Et justement, ils résistaient très franchement même aux colons. Mais leurs noms disparaissent de tous les livres d'histoire, on ne parle jamais d'eux. On ne parle que de ceux qui les ont trahis pour prendre leur place. Et ceux qu'on identifie comme étant des héros, qui en fait ne le sont pas, ce sont des traîtres pour la plupart, en fait. Et c'est par là que, ouais, on essaie de construire et on se rend compte que justement, on comprend mieux certaines situations actuelles quand on retourne dans le passé. D'accord. Et voilà, j'aimerais te rappeler que je ne suis pas seul à la modération aujourd'hui. Donc, je suis avec Dominique Nintela. Je préfère qu'elle se présente parce que, bon, si je vais la présenter, je vais prendre tout le reste du programme. Donc, alors, Dominique, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi et comment tu vois ce thème d'aujourd'hui? En tout cas, je te laisse l'auteur aussi. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en ligne en ce moment. Bonsoir à l'auteur grec. J'espère que vous allez bien. La question de soi, écrire sa propre histoire, ça, pour moi, ça tombe à point nommé. Et j'aimerais vraiment vous demander, par rapport à la question qu'Henri vient de poser, comment est-ce que vous parvenez à mettre cette histoire en scène? Comment vous parvenez à recréer l'histoire, cette histoire ancestrale dans le contexte actuel? Comment est-ce que vous parvenez à mettre ça en scène et à l'adapter à la société actuelle? Voilà. Non. Quand on dit quand on veut quand on veut que les gens nous comprennent, des fois il faut parler leur langage. Là, on se met tout simplement à la place de deux jeunes, on va dire de Yaoundé, des jeunes normaux, en fait, qui s'imaginent que la vie à Yaoundé a commencé avec le colon et que Yaoundé, c'est le nom qui a toujours porté cette contrée. On se met à leur place. Mais quand on retourne, justement, on essaie de comprendre. Et dans le roman dont vous faites allusion, en fait, on a mis deux jeunes contemporains, justement, et qui essayent de comprendre, justement, toutes ces choses-là. Et pour ça, ils font, disons, des retours dans le passé, par le biais des études, bien évidemment, par des échanges avec des personnes érudites, par des échanges avec des anciens. Ils vont sur des lieux portés, chargés d'histoire, essayer de comprendre toutes ces choses. Mais on essaye de le faire un peu comme un docu-fiction, c'est-à-dire qu'un documentaire, mais on met de la fiction, on met des dialogues, justement, pour que ça puisse être partagé avec le plus grand nombre. Parce que si on va directement dans le livre scientifique pur, d'un historien, déjà je suis pas historien, donc peut-être que j'aurai quelques difficultés. Donc je préfère prendre des faits réels, des faits sur le terrain, des faits historiques, et on essaye de les romancer, de les mettre en situation. Dans le roman dont vous faites allusion, par exemple, les deux héros sont certes fictifs, mais ce qu'ils ont à dire est réel. Les dates sont les bonnes, les lieux sont les bons, les situations sont les bonnes. L'histoire, l'odeur, la culture, tout ça, c'est la culture de notre contrée, qu'on appelait à l'époque, chez Epsoum. Tout simplement, ça s'appelait Epsoum, qui voulait dire à l'époque chez, et Sono est là. Donc, quand on venait dans cette contrée, Yaoundé n'existait pas, on dirait qu'on va chez Esono là, on va à Epsoum ou à Toussou, quelque chose dans ce genre, si ma prononciation est bonne. Et c'est comme ça, petit à petit, on se rend compte aujourd'hui, ce qui est même un peu aberrant, c'est que Yaoundé ne veut rien dire. Yaoundé n'appartient à personne. Le mot Yaoundé, ça n'appartient à personne. Personne ne peut se lever et dire que mes ancêtres ont vécu à Yaoundé, parce qu'à l'époque des ancêtres, il n'y avait pas de Yaoundé, il y avait Epsoum. Yaoundé, c'est juste une déformation linguistique. Ça a changé avec le temps et les accents. On prononçait d'abord Yaoundo, Yaoundo, ainsi de suite, pour arriver jusqu'à Yaoundé, mais ça ne veut strictement rien dire. Et revenir à ces choses-là, savoir ces choses-là déjà, nous permettre de moins se perdre, nous permettre de rester sur la voie, de ne pas mener des combats vains. Parce que, par exemple, on pourrait se mettre à se battre pour dire que Yaoundé, non, Yaoundé, c'est Yaoundé, machin, et tout, on perd du temps pour rien, alors que Yaoundé ne veut rien dire. Il y a des véritables choses qu'on peut mener. Déjà, comprendre son histoire, connaître son histoire nous permet déjà de marcher la tête plus haute. Savoir que dans notre passé, on avait des personnes, des véritables stratèges, des personnes qui n'ont pas plié devant l'envahisseur. Parce que quand le colon arrivait,
c'était pour envahir, c'était pour piller, c'était pour voler, c'était pour soumettre. Donc, il y avait des gens qui se sont battus, qui ont refusé, qui ont donné leur vie justement pour que ça n'arrive pas. Mais ces personnes, on n'en parle pas. Tout à l'heure, on parlait d'engagement, le nouvel engagement dans la littérature. C'est que s'engager même ici signifierait déjà ne plus employer les vocables des envahisseurs. C'est-à-dire que ne plus employer les vocables des envahisseurs. On ne peut pas, parce qu'il y a des mots qu'on emploie, on parle de rebelles. Vous vous rendez compte? Les mecs qui sont chez eux, on dit qu'ils sont des rebelles. On parle du maquis, alors qu'ils sont chez eux. Des gens viennent d'autres contrées pour essayer de vous soumettre. Mais vous refusez, on vous traite de rebelles. C'est que déjà, il faut déjà que nous, cette littérature d'aujourd'hui, on n'emploie plus ces mots-là, ces expressions-là. Quand on veut parler d'Ongba Bissogo, on ne dit pas que c'était un rebelle. On dit que c'était un héros. C'est quelqu'un qui a combattu les envahisseurs. Et c'était ça. Quand on veut parler de Onambeleku, on ne dit pas que c'était un rebelle. C'est quelqu'un qui a combattu, on dit que c'était un patriote. Par exemple, quand on parle, et revenir peut-être parler des choses plus profondes, parler du génocide, parce qu'il y a le peuple Boulou, comment ça s'appelle? Moi j'oublie, le clan de Ouma Bissogo. Ils ont subi un génocide, c'est-à-dire qu'on les a tous exterminés parce qu'il y avait Ouma Bissogo qui menait la vie dure aux envahisseurs, dont le colon assassinait des gens tous les jours sur la place publique pour qu'ils se rendent. Et justement, pour faire arrêter les massacres, il s'était rendu et il a été lâchement assassiné par les colons. C'est des choses qu'on doit savoir. C'est des choses qu'on doit savoir. Quand les colons les tuaient, on écrit le colon est exécuté. Ce n'est pas exécuté. Exécuté, c'est une décision c'est un tribunal qui prononce une exécution. Oh là, ce n'était pas le cas. Là, ce sont des assassinats. Des mots comme ça, déjà, nous, cette génération d'écrivains, on ne doit plus dire on a exécuté. On veut dire on a assassiné. La réalité, c'est que le colon qui était envahisseur a assassiné ces personnes. Le colon qui était envahisseur a assassiné toutes ces personnes. Ils ont assassiné des villages entiers. Entiers. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils veulent prendre vos sous-sols, vous refusez pas, on vous tue tous. On vous tue tous. Et avec une barbarie pas possible. Nous, la barbarie, on ne la connaissait pas. Nous, il y avait de l'honneur, c'est-à-dire que nous, on avait des valeurs, on avait de l'honneur, on avait la parole donnée, on avait le respect de ces choses-là. Mais quand l'envahisseur arrivait, mais c'était des coups de poignard dans le dos. Déjà, l'envahisseur peut même s'installer. Pourquoi? Parce que nous, on a la culture justement du partage. On les reçoit. C'est-à-dire que quand Isono la reçoit les Allemands, quand on dit qu'il a vendu les terres pour 50 marks, ce n'est pas la vraie histoire. C'est qu'on a la culture justement de recevoir les gens. Donc, on reçoit les gens, installez-vous là. Maintenant, quand ils s'installent, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que à partir de là, ils vont vous dominer, ils vont tuer tout ce qui résiste, ils vont voler tout ce qu'ils peuvent. Je crois que c'est à nous maintenant de parler de ça et d'employer des bons mots. De ne plus parler de rebelles quand on parle de nos héros, de ne plus parler de maquisards quand on parle de nos héros. Employer d'autres mots et tous ceux qui sont venus, il faut qu'on leur donne le vrai nom. Quand on parle de colonisateurs, moi, je trouve que c'est faible. Ce sont des envahisseurs sanguinaires parce que c'est ce qu'ils venaient faire. Ils venaient envahir et piller ce qu'ils avaient à piller et tuer tout le monde. C'est la vérité. Mais ce sont des mots qu'on n'emploie pas. Nous, même notre génération, on va essayer d'écrire, on va traiter nos grands-parents de maquisards ou de ceci ou de cela. Or, on ne devrait plus. C'est un engagement. C'est ça l'engagement, justement, déjà changer de vocable, changer de façon de parler de cette période historique-là. Oui, l'engagement, c'est aussi cette forte documentation que vous êtes allé puiser, que vous avez pris le soin d'aller chercher. Voilà. Alors, j'aimerais savoir maintenant en quoi est-ce que cette recherche et l'écriture du bal des 7 collines, qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan de votre accomplissement personnel à vous? Ah, mais ça m'a déjà rassuré, en fait. Ça m'a rassuré. Mais, parce que justement, je me posais la question, quand je parlais avec mes enfants, on se demandait toujours, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de héros? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des gens, des référents? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on veut parler des choses, on va parler de certains noms que je ne vais pas citer? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nos propres référents? Et on se demandait toujours, je me suis toujours demandé, mais est-ce que tous nos ancêtres
ont rampé devant les envahisseurs. Donc, il n'y a pas une seule personne qui avait dit non. Il n'y avait pas une seule personne intègre qui a compris que ces personnes-là venaient pour nous piller, pour détruire nos traditions. Et je vivais comme ça. C'est-à-dire que chaque fois que je partais dans un pays, quelque part, de l'autre côté, ils avaient des héros, ils ont des statues de leurs personnes, et puis des gens qui ont inspiré leur république depuis 1000 ans. Mais pourquoi nous, on n'avait pas ça? C'est la question que je me demandais toujours. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des référents? Et là, ce travail m'a permis de me rendre compte que, ne serait-ce que déjà dans cette région, on va dire du centre, il y avait tellement de braves personnes, de braves types, des gens qui ont refusé justement que le colon, l'envahisseur s'installe. Malheureusement, ces personnes-là, la plupart ont été trahies, soit par leurs cousins pour prendre le pouvoir à leur place, soit par X, soit par Y. Mais ça m'a fait du bien à moi en tant que Camerounais, en tant que Camerounais, ça m'a fait du bien de savoir que je ne suis pas issu d'une génération de couilles molles, excusez l'expression, mais qu'il y avait des gens, des véritables héros qui ont commencé à bâtir ce pays. Et que malheureusement, justement, l'histoire écrite par le colon ne mentionne pas leur nom, bien entendu. Le colon va parler de ceux qu'on connaît là. Je ne vais pas citer leur nom aussi. Mais malheureusement pour nous, tous ceux qui sont là, ce sont des traîtres, pour la plupart, on va dire. Ce sont des traîtres. C'est eux qui ont trahi les vrais pour prendre leur place. Et quand le colon les a mis en place, justement, évidemment, ils ont fait tout ce que le colon demandait parce qu'eux, ils n'étaient pas légitimes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont aidé le colon à mater leurs propres frères. Ils ont aidé le colon à instaurer certaines choses. Vous savez que le colon punissait tout ce qui parlait de langues qui disaient vernaculaires, des langues sauvages. Donc, le colon les punissait des coups de bâton en public, on les fouettait publiquement. Ceux qui essayaient de pratiquer nos rites, peut-être comme ici dans la région du centre, ce qu'on appelait les samis, des choses comme ça, c'était considéré comme diablerie. Ils étaient soit ridiculisés publiquement, soit fouettés publiquement. Donc, jusqu'à ce que tout cela se dissolve, en fait, dans les générations d'aujourd'hui, la plupart pensent que leur grand-père priait Jésus. Leur grand-père ne connaissait pas Jésus. Vous savez, leur grand-père ne connaissait pas Jésus, ne connaissait pas Mahomet. Leur grand-père, on avait nos propres religions, on avait notre propre façon de prier Dieu. On avait le Todembe qui voulait dire quelque chose, qui signifiait quelque chose par rapport à nos cultures. Mais on n'en est plus là. Et tout à l'heure, vous m'avez posé la question, comment est-ce que je fais pour parler de ça dans un livre maintenant? En fait, c'est tout ça que je veux ramener pour que la nouvelle génération puisse nous comprendre. C'est pour ça qu'on en a fait une bande dessinée. Parler aux gens. Il ne s'agit pas d'aller en guerre contre quelqu'un. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le but. La guerre, elle est interne à chacun de nous. C'est-à-dire que chacun de nous fait sa propre guerre et produit ce qu'il a à produire en changeant justement les vocables, en ne plus parlant, en ne plus répétant bêtement ce que les autres ont dit. Il n'est pas question forcément de s'opposer à quelqu'un, mais juste de rencontrer notre propre histoire. C'est tout. Les autres, bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité, et heureusement, on a peut-être l'intellect pour le faire. Donc, on va le faire. C'est un peu ça. D'accord. Et donc, enfin, finalement, tu te rends compte que ça devient difficile d'éviter. En fait, c'est inévitable de passer, de parler de l'histoire du Cameroun sans faire mention de la colonisation et, je vais dire, pour emprunter au terme de la riche complexité de cette histoire-là. Alors, comment donc présenter cette histoire dans une perspective de ne pas heurter, disons, les sensibilités du public qui est là, enfin, du jeune public qui est là, et de ceux qui ont vécu l'histoire. Comment présenter cette histoire-là sans faire appel à une sorte de confrontation? Mais tout simplement en parlant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que au lieu de raconter, par exemple, l'histoire, on raconte l'histoire de Nga Bissoko, par exemple, on raconte son histoire, tout simplement, étant donné que personne ne la raconte, on raconte son histoire tout simplement de qui il était, de ce qu'il a mené comme combat, de comment est-ce qu'il a conduit son peuple, quels sont ses descendants et pourquoi ses descendants n'ont pas continué son œuvre, évidemment parce qu'on les a tous zigouillés.
On peut raconter cette histoire de cette façon. On n'est pas obligé de tirer sur qui que ce soit. On raconte juste la vérité. On n'est même pas obligé de faire un tableau comparatif entre ce qui a été dit, ainsi de suite. On raconte juste ce qu'on a à dire. Parce que si on commence à citer d'autres personnes, à indexer des gens, on va passer beaucoup de temps justement dans les justifications, dans les échanges tellement plats et vains, là où les gens penseront que l'éloquence veut dire avoir raison. Et justement, et on se déroulera du fond. On parle juste des choses qu'on a découvertes. Et ça, ce sont des choses réelles, vraies, qui existent. On n'a même pas besoin de chercher longtemps. C'est que nous, maintenant, on doit changer de façon de prononcer les mots. C'est-à-dire que, franchement, on ne doit plus parler de nos ancêtres comme étant des rebelles. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de dire que ouais, le colon a maté la rébellion de Vok-Otu. La rébellion de Vok-Otu. Vous voyez, quand on dit déjà ça, ça signifie que la rébellion c'est eux qui sont dans le mauvais côté et le colon dans le bon côté. Donc, il y a les rebelles. On a déjà dit ça dans les cerveaux de tout le monde. Ça veut dire que les Vok-Otu étaient des animaux, entre guillemets. Mais par contre, si on dit que les Vok-Otu se sont levés pour défendre leur terre contre l'envahisseur du colon et que le colon a usé de toutes les astuces maléfiques pour les exterminer, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est la même information présentée avec deux visions. C'est la même chose, par contre. Mais là, si je parle d'un Vok-Otu, je me centre sur eux. Les Vok-Otu, c'était le peuple dirigé par Umba Bisogo. Umba Bisogo était celui-là qui avait barré la route au colon, qui ne voulait pas. Parce que le colon, après avoir reçu le colon avec la légendaire solidarité africaine et tout, le colon s'est montré fourbe, tricheur, voleur. Il venait pour voler et en plus de ça, il se connaît supérieur, c'est-à-dire qu'il vient, il vous mate, vous devez travailler pour lui, vous devez lui donner les plus belles choses que vous récoltez, vous devez lui donner tout. Et en plus de ça, il vous pisse à l'arrêt. Il se moque de votre gueule, il se fait machin, tout et tout. Omba Bisogo a refusé avec son peuple et les Vok-Otu. Et justement, le colon, pour venir à bout, c'est un génocide. Ils ont exterminé, je vous dis, ils ont tué tout le monde, femmes et enfants, et ce sur la voie publique. Comme ils aimaient bien faire, c'était pour terroriser les autres. C'est-à-dire qu'on prenait quelqu'un au hasard, une femme, un vieillard, un enfant, on le tuait sur la place publique. Et les autres étaient terrorisés ainsi. Et justement, pour faire cesser tout ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à capturer le chef des héros, le héros Omba Bisogo. Donc, comme il n'arrivait pas à la voir, et Omba Bisogo, quand il apparaissait, il tuait quelques colons et tout. C'était un maître de la guerre, en fait. Un maître de la guerre et de la stratégie. Il a tellement fait tourner en bourrique l'envahisseur que l'envahisseur a cru à la sorcellerie. Vous comprenez? Mais vraiment, on disait que le pouvoir de disparaître, réapparaître. Oh, c'était juste parce que c'était un stratège magnifique. C'était un stratège magnifique, un héros, un guerrier magnifique. Bon, on voyait beaucoup avec les armes rudimentaires qu'il avait, il réussissait à repousser le colon. Et le colon, pour l'avoir, est obligé de prendre un membre de son clan tous les jours et de l'assassiner publiquement. Et pour arrêter justement ces massacres, cette barbarie innommable, il a dû se rendre. Et justement, ils l'ont tué publiquement de la même façon. Et pour mettre un de ses cousins éloigné à sa place. Parce que le colon faisait beaucoup ça. C'est-à-dire que quand il y avait une chefferie, son cousin éloigné, soit ils allaient mettre un tirailleur. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de conflits dans l'océan Indien, donc ils utilisaient un peu la main locale, on va dire. Donc ils amenaient un tirailleur, ils le mettaient chef. Et vous comprenez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être dans nos grandes villes, comme Yaoundé, Douala et autres, on déterre, il y a des exhumations de corps tout le temps, des sépultures, qu'on saccage même. Parce que justement, ceux qui sont aux affaires maintenant, ce ne sont pas leurs ancêtres qui sont enterrés. C'est des exhumateurs. C'est pour ça que maintenant, on vend les cimetières. On vend les cimetières, on enlève tous les corps, on construit, et ainsi de suite. C'est parce que justement, la mémoire là n'est pas partagée. Tous ceux qui sont au pouvoir maintenant, ce ne sont pas leurs ancêtres qui ont été enterrés à ces endroits-là. C'est ce qui explique beaucoup de choses. En fait, c'est ce que ce travail-là m'a apporté. Parce qu'il y a des choses incompréhensibles qu'on voit souvent. Et c'est là qu'on comprend que les chefs
n'étaient pas des vrais chefs. C'était des tirailleurs qui revenaient des machins et tout, et on les mettait là. Et leur travail, c'était d'interdire aux gens de parler le patois, ce qu'on appelait patois, leur langue. Ils pouvaient parler le français, l'allemand, et ainsi de suite. On interdisait aux gens de le faire. On interdisait aux gens de pratiquer leurs rites traditionnels. On interdisait aux gens de prier leur Dieu. Il fallait qu'on prie le petit Jésus, qu'ils ne connaissaient pas. Le petit Jésus qui disait que faut rester pauvre pour vivre, que le royaume de Dieu, c'est pour les pauvres. Donc, on fermait les yeux de tout le monde comme ça et on engraissait le colon. Le colon lui prenait toutes les richesses et on disait aux autres que non, vous, dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être riche, donc restez où vous êtes. Vous comprenez un peu? Et ce travail nous a fait apprendre tellement de choses. La société, par exemple, de forme de type, une société matriarcale, où les femmes étaient très fortes. Vous avez Vogada, c'est une Vogada, Ada, c'est une femme. Vogue Betty, Betty, c'est une femme. Sans compter, il y en avait plein d'autres, des femmes qui étaient très puissantes, très fortes, qui montaient quasiment en plein. Mais ça, le colon est venu dire que la religion à la place de la femme, comme on dit maintenant, c'est dans la cuisine. C'est-à-dire que la femme ne devait pas. On s'est privé d'une partie de main-d'œuvre et d'intelligence très importante. C'est-à-dire que les femmes n'avaient même pas le droit de penser. Or, avant les introductions barbares du colon, les femmes étaient brillantes. On parle de Vogada, de Vogati, on parle de toutes ces femmes-là qui étaient tellement fortes à cette époque-là. Et on peut même avec quelque chose. Et moi, c'est ce que j'ai appris de ce travail. J'ai peut-être appris, je ne sais pas, peut-être quelle est votre génération, Marguerite Mbolo. Je sais pas, vous avez pu parler. C'était la première femme du Cameroun à avoir un permis de conduire. C'était la femme d'André Paris-Bita à l'époque. C'était la première fois à avoir un permis de conduire. On dit qu'elle s'est présentée aux élections législatives contre le président Aïdjo en 1962. 72, elle a gagné les élections. Bon, on dit qu'apparemment, elle est passée son mari était en prison. Les dames comme ça, on ne les célèbre pas assez. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et c'est la petite fille d'Omba Bissoro. Vous voyez un peu pour le sang du guerrier suit. Il y a tellement de choses dans notre histoire. Des choses qui peuvent nous faire marcher la tête haute, qui peuvent nous être fiers de d'où nous venons et qui nous sommes. Mais on en parle tellement peu. On en parle tellement peu. Oui, enfin. Merci. Avec Ray, j'aimerais qu'on voit comment concilier ces convictions, comment rendre cette histoire en conciliant les convictions et les valeurs les valeurs qu'on a eues à l'époque et qui continuent avec les convictions religieuses qui sont restées. Comment mettre tout ça? D'accord, Dominique, on prend une courte pause, le temps de respirer, souffler un peu, et on revient. Ouais. Alors, Greg, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Ok, d'accord. Maintenant, nous allons un peu aborder la question de l'écriture. L'écriture, parce que là, nous sommes dans le roman, nous sommes dans la fiction. Cette écriture, déjà, c'est une écriture qui... est-ce que, selon ton expérience de lecture déjà, est-ce que tu dirais que jusqu'ici, l'Afrique n'était pas assez écrite? Parce que c'est un repère. Ils se perdent. Déjà, certaines célébrations ne sont pas faites. C'est plus facile de célébrer Napoléon dans un texte, Charlemagne ou bien Picasso, Platon, Pythagore et tous les autres là. Mais quand on en arrive à ce qui nous concerne, la partie de l'histoire, parce que quand on dit on va défendre l'Afrique, dans les romans, très souvent, ce que l'on va retrouver, c'est un vécu qui ne se retrouve sur quelque chose de très solide, de fondamental. On a une histoire, des histoires qui débarquent comme si elles sortaient de nulle part,
On va rentrer dans certaines questions culturelles qui ne se fondent pas sur grand-chose. Et on va conclure sur une réussite qui occasionnellement sera passée à l'Occident. Le personnage va faire son voyage vers l'Occident, il ira là-bas, il va réussir et il reviendra chez lui. Mais cette écriture, quand on parle de l'écriture aujourd'hui, d'un engagement qui va permettre de reconsidérer les positions de l'Afrique, comment peut-on réellement l'écrire et se sentir bien, se sentir en sécurité, même déjà en littérature? Parce qu'on a l'impression que c'est une écriture qui ne passe pas vraiment ou alors qui ne risque pas de plaire. C'est à moi? Oui, bien sûr. Mais c'est notre souci, en fait. C'est parce que déjà, cet échange, nous sommes en train de le faire en français. Peut-être en anglais. On aurait pu le faire dans nos propres langues déjà. C'est-à-dire que nous, on existe toujours. Mais là, ça va faire la mienne, ça va faire le Bakoko, le Yambasa et puis le Bamileke. Bah là, on ne se comprendrait pas directement. Et puis, on aurait un public qui ne nous suivrait pas directement. Jusque-là. Donc, jusque-là, tu comprends que justement, le problème, c'est qu'on n'existe que par rapport à l'oreille des autres. C'est-à-dire qu'on n'existe que par rapport au français qu'on parle. Quand on était jeune, pour paraître intelligent, il fallait parler du bon français. Il fallait citer tous les noms que tu as cités là. C'est là qu'on considérait que tu avais quelque chose à donner, que tu avais de la science en fait. Mais maintenant, si tu veux, on arrive dans une époque là où citer des noms ou connaître ces choses-là ne sont plus vraiment primordiales ou rares parce que maintenant on peut tout avoir d'un clic. À l'époque, c'était plus difficile de savoir qui était Gengis Khan par exemple. Maintenant, n'importe quel enfant de 5 ans avec un smartphone, il te fait toute une littérature sur Gengis Khan. Et maintenant, même avec l'IA, on n'a même plus besoin de chercher quoi que ce soit. Donc maintenant, l'intelligence ou l'existence même de qui nous sommes devrait se situer à quel niveau? À une époque, il suffisait de répéter plein de choses. On disait que tu étais savant. Tu es savant parce que tu connais la taille de ci, la surface de ça, machin. On dit que tu es savant. Même si les connaissances que tu connaissais ne te permettaient pas de faire quoi que ce soit, il fallait juste les répéter. On disait c'est un savant. Notre époque aujourd'hui, avec la mise à disposition de toutes les informations qu'on veut, avec toutes les études comparatives qu'on veut, qu'on peut avoir au moins des clics, en quelques secondes, tu as tout ce que tu veux en fait devant toi. Comment est-ce qu'on peut exister maintenant? Comment est-ce qu'on peut exister? Et encore que nous, on a un souci, on ne reconnaît nos grands, nos personnages, nos grands que parce que l'Occident nous a dit qu'ils étaient les grands. Regardez bien, les gens même qui sont célébrés sur le plan de la littérature, les Oin Sohika et ainsi de suite, c'est parce que l'Occident a dit qu'ils étaient bons, que nous on dit qu'ils sont bons. les gens comme les Esa Botomongo Betty, l'Occident a dit qu'ils étaient bons, donc nous on dit qu'ils sont bons. Sauf que maintenant, si on va relire ce qu'ils ont écrit, on va entrer entre les lignes de ce que ces personnes ont écrit, on se rend compte que pour la plupart, ils ont fait tout le temps le jeu de l'Occident, peut-être même sans s'en rendre compte. Dans leur livre, c'était toujours le pauvre Africain qui est délivré par le blanc. Toujours. Il y avait toujours ce truc-là. Oh, l'Afrique est mal partie. Oh, le bâtonnerre, c'est le nourrir. Oh, machin. Ce genre de choses qu'on répétait aux enfants tout le temps, tout le temps. Comment tu veux qu'ils grandissent? Comment tu veux qu'ils grandissent? On ne leur parlait jamais des choses positives d'être noir. On disait toujours que être noir, être africain, on parlait que du mauvais côté de tout. On nous a élevés en faisant croire que la colonisation était une chance. Comment est-ce qu'on peut exister? Dans les années 60, 70, on a fait partie quelques Africains, quelques Noirs en Occident, soi-disant pour acheter. Quand ces Noirs-là reviennent, ils viennent mater leurs propres frères. Ils leur disent comment ils sont, comment ils ne connaissent rien. Comment c'est là-bas où tout est bien. Comment ici, il n'y a rien. Mais si on regarde les choses clairement, si on se referme même, si on dit que nous, on n'existe que depuis 1880, quand le colon est arrivé, si on regarde bien le travail qu'on a fait en ce laps de temps-là, quel est le peuple dans le monde qui a évolué en 150 ans pour arriver là où nous sommes? Si on parle de zéro, si on dit qu'en 1800, on n'existait pas. Regarde les autres peuples, les Occidentaux, ils ont mis combien de millénaires pour arriver là où ils sont arrivés?
Nous, on n'a pris que 150 ans, 200 ans grand max pour avoir Internet, pour avoir des routes goudronnées, pour avoir toutes ces choses, des avions. Aujourd'hui, quand un Africain est quelque part, la plupart du temps, il est très brillant. Très brillant. Mais on a mis combien de temps? Je veux dire, on a tellement de choses qui plaident pour nous. Ça m'étonne même qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on est plus petit intellectuellement ou dans l'analyse ou dans n'importe quoi. C'est le contraire absolu. Quand on voit notre capacité d'adaptation, tout à l'heure, je faisais référence à la langue. On parle la langue de ces personnes-là mieux que ces personnes-là même. On écrit des bouquins à leur langue, en anglais, en français, en allemand. Est-ce qu'ils peuvent écrire un bouquin à Yambassa? Nous, on donne même cours à ces gens-là. Nos livres sont étudiés dans leurs universités. Quand nous sommes ici, imaginez un peu le chemin, imaginez un peu le parcours qu'on a fait, nous, en 150 ans. Eux, en 150 ans, ils étaient encore dans les brousses à manger de la viande crue, à limer les dents et tout. Et tout. Nous, en 150 ans, on est quitté de zéro jusqu'à là. Quand même, à un moment donné, on peut vérifier, on peut réfléchir à cela. Et se dire, attends, Et c'est vrai, regardons bien les choses. On a découvert le pilotage quand aujourd'hui il y a des pilotes africains noirs partout. On a découvert, c'est ça, leur philosophie. On parle de leur philosophie mieux qu'eux-mêmes. Eux, ils ne connaissent rien de notre philosophie. On parle de leurs choses mieux qu'eux-mêmes. C'est notre avantage, en fait, quelque part. C'est qu'on était obligé de les étudier. Or, ils ne nous ont pas étudiés. Et ils ont dit de façon péremptoire, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et ils ne savent même pas qui nous sommes. Ils n'ont aucune idée de qui nous sommes. C'est pour ça qu'ils sont toujours surpris par tout ce qui se passe. Toujours. Mais nous, on n'a pas encore pris conscience de cela. Nous, on a été baignés justement dans ce truc-là, où ils nous ont dit toute notre vie que vous n'êtes rien. Ils vous ont dit toute notre vie qu'on vous a appris notre langue, on vous a donné notre Dieu. Vous ne connaissez rien. Ils nous ont dit ça tout le temps. Bon, maintenant, je crois quand même que les choses sont en train de beaucoup changer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine. On prend de plus en plus conscience de qui nous sommes. Et même, ça devrait être comme ça, même quand on écrit. Vous voyez que même dans notre écriture, on n'est plus obligé. On n'est plus obligé de faire référence à certaines personnes. Moi, je ne veux plus les citer. Si vous remarquez, je ne cite plus. Voilà, je dis que tant que je ne les cite pas, voilà, je ne les cite pas. Je vais citer moi Omba Bissogo et Sono Ela, Ronambelekou, des gens comme ça, mais ça va être, ce sont eux désormais mes boussoles. Désormais, ce sont eux mes boussoles. Quand vous parlez aux autres dans leur pays, leurs boussoles sont leurs gens. Et je crois que c'est là où ils prennent leur force. C'est là où ils prennent leur force, dans leur histoire, dans leur tradition. C'est d'où vient leur force. Nous sommes probablement le seul peuple dans ce monde qui avons adopté la religion et la langue des autres. Dans tous les autres coins du monde, ils ont leur religion et ils ont leur propre langue, sauf nous. Donc on n'existe même pas. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle même d'écriture africaine, on va écrire, mais on va attendre que ce soit, il faut que les Occidentaux valident un tel auteur pour qu'on dise que c'est un bon auteur. Aujourd'hui, si moi je me lève, je dis que Redeli c'est un bon auteur, on va dire ouais, mais voilà, tu n'es pas blanc. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis et tout, même si j'ai des arguments, même si je peux prouver que Redeli est un bon auteur pour X, pour Y, pour ceci, pour cela, on va dire ah non, voilà et tout. Mais par contre, si je ne sais pas, un Blanchard, Picasso, quelque part dans le monde dit que Redeli c'est un bon auteur, on ne va pas se poser des questions. Juste parce qu'il est blanc, voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Déjà, c'est nous-mêmes, en fait. Nous-mêmes, à ce point, on ne respecte pas assez qui nous sommes. On ne se respecte pas. Oh, voilà. Si c'est moi qui fais un truc, on ne respecte pas. Voilà, on ne respecte pas. On respecte Diamidi aujourd'hui seulement parce que les autres ont dit qu'elle est bonne. Elle est bonne auteure. Sinon, avant, elle était là. On la voyait, on n'entendait pas parler. Maintenant que les autres ont dit qu'elle est bonne autrice, tout le monde dit qu'elle est bonne. Même les gens qui n'ont pas lu. Même les gens qui n'ont pas dit que non, elle est bonne. Parce que les autres ont dit qu'elle est bonne, c'est tout. Est-ce que Djaïli Amal a eu un prix au Cameroun? Est-ce qu'elle a déjà été célébrée dans ce pays pour un prix littéraire et autres? Ou même en Afrique, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a été, mais je ne sais pas. Mais parce que les autres ont dit qu'elle est bonne, non, elle est bonne, point. Elle n'est pas passée à la censure de Rendébi, par exemple. Ou peut-être, je ne sais pas, peut-être elle est passée à la censure de Rendébi, par exemple.
qui nous disent un peu. Mais quand les autres ont dit qu'elle est bonne, elle est bonne. Je crois que c'est tout ça, écrit sa propre histoire. C'est se s'approprier, je ne veux pas dire se réapproprier, parce qu'on l'a jamais eu, s'approprier de qui nous sommes, c'est-à-dire que exister par nous-mêmes, exister par nous-mêmes. Dans notre culture, un enfant ne parle pas à un adulte en le regardant dans les yeux. C'est ça qu'on doit, c'est notre truc, c'est comme ça que nous sommes. C'est pas parce que ça se fait ailleurs que c'est forcément bien. C'est pas parce que ça se fait ailleurs que c'est forcément bien. Chaque peuple, chaque contrée a sa culture, a sa façon de faire. Toutes les cultures doivent être respectées. Toutes les cultures sont respectables d'ailleurs. C'est un peu ça. Dominique est toujours là? Oui, bien sûr, je suis là. Ça soulève beaucoup de discussions. Ça soulève beaucoup de discussions, les questions de conviction, de valeurs africaines et occidentales. Justement, la question du champ central de la littérature revient toujours au débat. Et il y a une question que Ray a l'habitude de poser, je suis sûre qu'il l'aurait fait. Bon, comment arriver donc à se réapproprier cette histoire-là? On sait qu'on est en train de retravailler l'écriture africaine et il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de se voir. Il n'est pas une question de prôner comme presque utiliser le terme de rêve panafricaine qui n'a pas de lieu d'être, qui n'a pas de sens. Comment donc parvenir à mettre la littérature africaine ou l'écriture à son rang? Comment parvenir à lui redonner ou à lui donner comme voilà, ça passe. Bon, déjà, la littérature, c'est la littérature. Il n'y a pas de littérature africaine, européenne, américaine. Il y a la littérature. Et les Africains écrivent et ce sont les histoires peut-être qu'on raconte dans les livres qu'on écrit qui fait que c'est une littérature, on va dire, africaine, parce qu'on raconte une histoire d'Afrique. Mais la littérature, c'est la littérature. La littérature obéit au même canon, c'est-à-dire au canon de grammaire, orthographe, langue, équilibre, tout ce qui va avec. C'est la littérature de cette façon-là. Maintenant, la littérature comme instrument de partage, là on peut dire, ouais, bon, la littérature africaine, et quand on parle de littérature africaine, il faut toujours spécifier l'époque. Parce que la littérature africaine, la littérature en Afrique, dans les années 70, ne peut pas être comme celle de maintenant. La façon dont on traitait les choses et tout, même de façon technique, même sur les plans techniques, comme l'épaisseur des livres, parce que dans les années 40, 50, des livres dépassaient rarement 20 pages. Hein. C'était des petites revues comme ça et tout. Voilà, c'était par rapport à un contexte. On découvrait ces choses-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est vraiment être des artistes. Un artiste ne copie pas. Un artiste fait les choses selon son âme, selon la profondeur de son âme. Donc, quand vous écrivez, si vous êtes un vrai artiste, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question est-ce que c'est la littérature africaine ou ceci, cela. Vous écrivez selon votre âme, selon l'inspiration que vous recevez, selon le dictat de votre Longala Congo. Si vous le recevez, vous ne réfléchissez même pas, vous écrivez. Quand vous commencez à vous poser trop de questions, c'est que vous n'êtes pas en train d'écrire quelque chose. La littérature, on écrit. On écrit. On écrit, on écrit, on écrit. Si vous n'avez pas écrit, c'est que vous n'avez rien à dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de syndrome de la page blanche, je ne sais pas de quoi. C'est que vous n'avez rien à dire. Quand vous vous asseyez et que vous n'avez pas écrit, c'est que vous n'avez rien à dire. Et c'est totalement illusoire de penser que les choses que vous écrivez ont cheminé dans votre intellect pour arriver jusqu'à vous. Non, c'est une rencontre qui est faite entre vous et un texte. Le texte, vous ne savez pas d'où il vient. Malheureusement, souvent, le texte arrive chez des personnes qui ne sont pas prêtes à le recevoir. Et là, souvent, on peut avoir une petite catastrophe. Et c'est peut-être le travail qu'on fait depuis déjà une quinzaine d'années. On a commencé avec un début. C'est un travail justement pour que les gens soient prêts à recevoir l'inspiration. Et pour être prêt à recevoir l'inspiration, il faut savoir écrire. Savoir écrire tout. Savoir écrire. Savoir ce que c'est qu'un texte en littérature. Savoir qu'un texte
a plusieurs petites choses à l'intérieur. Depuis comment la grammaire, l'orthographe, l'équilibre, la conjugaison et autres. On peut parler après maintenant de la psychologie, des auteurs, des personnages, de plein de choses dans un texte. Quand vous maîtrisez déjà ce que c'est qu'un texte, après vous pouvez traiter toutes les inspirations qui vous viendront. Mais si vous ne savez même pas déjà ce que c'est qu'un texte, vous pouvez recevoir une inspiration, mais ce n'est pas sûr que vous saurez la retranscrire. C'est souvent les problèmes que certaines personnes ont avec la littérature, parce qu'ils reçoivent souvent des inspirations qu'ils n'arrivent pas à les transcrire. Et ils se sentent très mal. Ils ont mal à la tête, ils se passent justement le syndrome de la. C'est là où on parle du syndrome de la page blanche. Parce que peut-être souvent vous avez une inspiration qui est arrivée, mais vous ne savez pas l'écrire, vous ne savez pas la retranscrire parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Et tout cela vient avec le temps, c'est le travail, c'est la mise en situation, c'est plein de petites choses. C'est plein de petites choses. Et puis, l'écriture, voilà, ça s'apprend au fil du temps. Un écrivain de 20 ans n'est pas le même qu'un de 40 ans. Un écrivain de 40 ans n'est pas le même qu'un écrivain de 60 ans. Parce qu'on en apprend tous les jours. Et pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, c'est que si on commence à parler dans notre langage courant, avec certaines expressions, c'est vrai que ne plus traiter nos ancêtres de rebelles ou de maquisards, ne plus parler de nos religions comme étant des rites sataniques, ne plus parler de nos choses comme étant de la sorcellerie. Déjà qu'on apprenne ça aux enfants, c'est le bas âge, c'est-à-dire que là, on commence à grandir, à voir les choses différemment. Parce que toute notre vie, notre génération, nous, on a regardé le monde avec des lunettes des Occidentaux. C'est-à-dire que nous, on racontait les choses par rapport à ce que l'Occident nous disait sur nous. Et quand nous sommes sur cette terre-là, c'est eux qui viennent nous dire comment est notre terre et on vit par rapport à cela. Maintenant, si on essaie de vivre par rapport à nous, c'est totalement différent. Et surtout, ne pas attendre toujours l'approbation de l'Occident pour sentir qu'on fait quelque chose de bien. Vous savez ce qu'on dit. En général, on dit que quand l'Occident vous approuve, c'est que vous faites quelque chose de très mal pour votre peuple. En général, c'est ça. Et quand vous faites quelque chose de bien pour votre peuple, en général, c'est eux qui disent que celui-là n'est pas bien. En général, c'est inévitable. Donc, nous ne pouvons pas toujours faire l'approbation des Occidentaux pour avoir l'impression qu'on fait des choses bien. Ok. Donc, on fait de ce changement de paradigme qui passe par la base, donc par les enfants apprendre déjà à écrire, apprendre à recevoir aussi le. Et comment cette réception se fait, que ce soit au niveau de la base, donc au niveau de la famille et au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, ça va être moi que les institutions ne sont là que pour refléter le peuple, en fait. Les institutions, en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont à l'image du peuple. Si le peuple change, les institutions changent, ça changera, ça c'est clair. C'est que chacun d'entre nous, déjà, doit pouvoir le comprendre. Il ne s'agit pas d'une doctrine où on le comprend et on récite les choses bêtement. Il faut déjà qu'on essaie de comprendre. C'est pour ça qu'on fait une bande dessinée, c'est pour ça qu'on fait un roman assez facile à lire et avec des faits historiques vérifiables pour que les gens comprennent déjà ces choses-là. Si on a déjà compris, par exemple, que Ogba Kisogo a été assassiné par les Turcs, on sait déjà qu'on avait un héros. On n'a pas besoin de mettre déjà même dans la maison, à la famille. Moi, je parle de mes enfants tout le temps de Ogba Kisogo, de Essono, de ces genres de personnes. Je ne fais jamais référence aux héros d'Occident, jamais. Tout le monde, chacun en cause comme ça, on parle comme ça, même les mots qu'on emploie, qu'on appelle nos ancêtres des maquisards, par exemple. Ils ne peuvent pas être des maquisards vu qu'ils étaient chez eux. Ils ne peuvent pas être des rebelles, ils sont chez eux. Les rebelles, c'est des gens qui ne sont pas chez eux. Les rebelles, ce sont peut-être des outsiders. Tu ne peux pas être rebelle chez toi. À la limite, si quelqu'un vient pour arracher tes terres, tu es un héros, tu te bats pour conserver tes terres. Tu es un héros, tu n'es pas un rebelle. Mais les autres nous ont fait croire que nous sommes des rebelles chez nous parce qu'ils se sont accaparés de nos choses, ils ont fait nos choses les leurs. Et même dans leur façon de raconter, c'est que c'est nous, les rebelles chez nous. Parce que chez nous, leur appartient.
Et même dans les retranscriptions historiques, c'était pareil. Même l'hymne national qu'on prête, par exemple, notre hymne national, qu'on dit que ce sont des Camerounais qui ont écrit, ce n'est pas croyable. En quelle année? On dit que l'hymne national date de quelle année? On dit que c'était avant. Voilà, c'était qui? Les mots employés. Autrefois, tu vécu dans la barbarie, des choses comme ça. Barbarie n'est pas nos expressions. Regardez bien les choses qui sont écrites. Nos expressions, on ne parle pas de ça, on ne connaît pas les barbares. Les barbares, c'était un peuple, je crois, en Scandinavie, machin et tout. On ne connaît pas ça. On avait nos vies, on avait nos rois, on avait Tchumbala qui avait son royaume, il avait ses épouses, il construisait son pays, il construisait ses terres. Il ne vivait pas dans la barbarie, il vivait sa vie. Et rien ne dit que si nos colons ne l'avaient pas embêté, on ne serait pas aujourd'hui où on venait. Le colon est venu, il a tué tout le monde, il a tout balayé, il a effacé toute l'histoire. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'on raconte là, c'est que sur l'Occident, et c'est difficile. On est perdant dans tous les cas. Chaque fois, comme nous sommes en train de parler français là, on est en train de se perdre. Mais c'est difficile. Qu'est-ce qu'on devrait parler à ce moment alors? Voilà. Il faut que les intellectuels, il faut que le RDB s'asseye et nous fasse un dictionnaire Bakoko. Il faut que le RDB s'asseye, nous présente la grammaire Bakoko, écrit de livres Bakoko, nous apprenons le Bakoko, mais de façon scientifique. C'est-à-dire qu'avec un dictionnaire, avec les règles, avec la grammaire Bakoko, avec l'orthographe Bakoko, on peut l'apprendre. On a appris le français, on a appris l'allemand, on a appris l'anglais. On peut apprendre toutes les autres langues là. Nos intellectuels, notamment RDB, ne le font pas. Greg, on va regarder certaines choses. Est-ce que maintenant, en considérant notre littérature et en considérant la chasse aux distinctions, parce qu'il faut comprendre, plusieurs auteurs nous disent souvent, bon, moi si je ne suis pas édité chez Gallimard, je ne vais jamais me considérer comme écrivain. Si je ne suis pas chez Grasset, si je ne suis pas chez Seuil, si je ne suis pas ici, ou alors si je n'ai pas un prix littéraire genre Goncourt, genre Renaudot, je ne vais jamais me considérer écrivain. L'Afrique, pourtant, a un potentiel capable de porter ses propres valeurs. Parce que si écrire sa propre histoire est le nouvel engagement, cette histoire passe aussi par les institutions littéraires qui vont soutenir les valeurs de cet engagement, les valeurs de cette histoire. Alors, comment se fait-il qu'à ce stade, on en soit encore à se considérer comme pas écrivain si on n'est pas reconnu par-delà l'Atlantique? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça sera toujours, c'est eux les références, c'est eux qui ont les règles du game. C'est eux qui ont les règles. C'est-à-dire que ce sont leurs règles, en fait. Et si vous remarquez, les écrivains que ces grands auteurs-là, que ces grandes maisons-là éditent, et les auteurs africains qui ont des prix, regardez bien de quoi ils parlent. La plupart, ce sont des auteurs qui dénigrent l'Afrique et leur tradition. Je ne vais pas citer de nom. La plupart, le dernier en date, peut-être le dernier Goncourt en date, c'est toujours que parce qu'il est contre le régime de son pays et il dénonce certaines choses et tout et tout. Pareil, je ne veux pas parler de d'autres personnes et c'est toujours le cas en fait. C'est-à-dire que ce qu'ils mettent en avant, c'est que maintenant il y a peut-être aussi, il y a toujours une politique, comme ils disent, d'inclusion ou peut-être un livre qui va parler légèrement d'homosexualité, qui va parler de ces choses-là, seront toujours plus mis en avant par eux, parce que c'est le message actuel qu'ils veulent passer. Un éditeur veut faire passer un message, et surtout les éditeurs puissants. Vous savez, les éditeurs puissants aujourd'hui, ils ont un réseau, ils sont prêts, c'est presque sûr que quand il y aura un Goncourt, le Goncourt aura 300 000 exemplaires vendus, par exemple, parce qu'il y a déjà un réseau, ils savent comment ils vont dispatcher le truc. Mais il faut aussi dire que ça ne veut pas dire que ces livres sont mal écrits. Ces livres sont très bien écrits, on ne peut pas discuter avec ça. Voilà, mais c'est ce dont ils parlent souvent. C'est-à-dire que pour nous, Africains, on n'a pas de valeurs africaines en général dans ces choses-là. Et c'est comme ça, et ça sera comme ça. Tant que nous,
tant que nous, d'autres pays, d'autres régions du monde, ont commencé à construire les choses par rapport à eux, par rapport à elles, c'est-à-dire que par rapport à l'autre, c'est-à-dire que tant que nous, on ne va pas construire les choses par rapport à nous. C'est ce que nous, on essaie de faire à notre petit niveau, de faire d'échanger ici, c'est déjà quelque chose de commencer à faire. Par rapport à nous, avec nos valeurs, avec ce qu'on veut mettre en avant, comme par exemple notre histoire, qui a été racontée de façon un peu à la va-vite comme ça et tout. Notre histoire, on peut mettre en avant ce que nous voulons mettre en avant. On peut choisir de mettre en avant au bas du second, on peut choisir de mettre en avant au Nambelekou, et on raconte l'histoire par rapport à eux. Par rapport à eux, on ne va pas raconter les histoires par rapport à ceux qui sont venus après faire le jeu du colombe, parce qu'on raconte beaucoup l'histoire par rapport à ceux qui ont fait le jeu du colombe. Vous voyez un peu? Quand on parle peut-être des implantations des cathédrales à Yaoundé et tout, on ne dit pas exactement ce que c'est, on raconte toujours après, et on présente ces personnes-là comme étant des bâtisseurs. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas. La religion, c'était le colon en soutane. C'était toujours de la même façon de soumettre les gens. Et évidemment, quand ils avaient pris les chefs, qui n'étaient plus les chefs, c'est-à-dire qu'on a pris un kidam, on l'a mis chef. Il fait le jeu du colon aveuglément et il soumet son peuple à son tour. Et c'est comme ça que ça fait que nous soyons. C'est-à-dire qu'on n'existe pas. Et même nos aînés, dans les années 60-70, ils sont allés en Occident, qui reviennent, mais ils continuent à parler de cette façon, c'est-à-dire qu'ils vous font toujours croire que vous ne connaissez rien, ce sont les anciens qui connaissent tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la vague migratoire qu'on connaît. Tout le monde veut y aller, parce que nos aînés, nos héros, je ne vais pas citer le nom, sont allés tous vivre là-bas. Et quand ils reviennent, ils nous font croire que nous, on est toujours des animaux, c'est eux qui connaissent tout. Comment expliquer que le projet de nos jeunes aujourd'hui, pour rencontrer un jeune, son projet de vie, c'est de voyager. Et c'est un peu de comprendre le truc, c'est d'aller dans un autre pays. C'est-à-dire qu'il monte un projet du genre que, ouais, ici, je veux construire ci, je veux faire ci, je veux faire ça. Non, son projet, c'est de voyager. Et il s'y met à fond. À fond, toute sa vie ne tourne qu'autour de son voyage. Mais nous, on a déjà ce désavantage. C'est-à-dire que personne ne réfléchit, pas personne, il y en a qui réfléchissent, mais se dit que, bon, moi, mon pays, voilà ce que je veux faire. Même pas pour mon pays, disons d'abord pour ma famille. Voilà ce que je vais faire pour ma famille. Je voudrais que ma famille ait une maison sous son toit, par exemple, et vive dans une maison. Je voudrais que mes enfants soient des bons citoyens. Je voudrais que mes enfants comprennent certaines choses et certaines valeurs et élever même nos enfants dans l'idée qu'on peut construire nos propres choses. Les autres pays se sont construits. Les autres pays se sont construits dans le sang, dans les guerres, dans tout ce que vous croyez. Mais nous, on a peur toujours d'aller au combat parce qu'on nous a fait croire qu'on était de moins que rien. On nous a fait croire qu'on ne peut pas exister. On nous a fait croire qu'il fallait l'onction du blanc pour que nous soyons ce que nous sommes. Et nous ne vivons que comme ça. Presque nous tous. Même nos intellectuels. Nos pseudo-intellectuels, je veux dire, même nos intellectuels sont dans cette mouvance. Pour qu'ils se sentent importants, il faut qu'ils vous disent que ouais, j'étais à l'université de la Sorbonne, j'étais à machin, j'ai fait ceci. Ce n'est que là qu'ils se sentent importants. On n'a rien. Et justement, personne ne construit rien ici pour rendre les jeunes fiers. Fiers. Même si on dit qu'on organise un concours de littérature ici, tu te rends compte que la personne qui est le lauréat au concours, on va lui donner 3 livres et 3500 francs. Comment vous voulez qu'il respecte ce qu'on fait? Alors qu'on vous dit qu'ailleurs, peut-être le lauréat a un concours, c'est des millions d'euros et tout et tout. Je veux dire, même ne serait-ce que sur ce plan, ne serait-ce que, on va dire quoi, banal, le primaire, comme l'argent. Il faut bien qu'on ait quelque chose. Qu'on dise que même celui qui a le livre de l'année au Cameroun gagne 20 millions. Ça permet déjà de dire que voilà des choses importantes. C'est là, ça permet de dire que voilà des choses importantes. Construire quelque chose autour de cela. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Vous n'avez qu'à regarder maintenant. Tous les pays du monde ont des politiques d'immigration, là où ils aspirent tous nos jeunes. Si on était bêtes, est-ce que les gens là nous auraient aspiré? Si on ne pouvait rien faire, est-ce qu'ils pour aller peut-être au Canada, par centaines de milliers, des dizaines de milliers tous les mois, ils y vont? Vous croyez vraiment que si on était ce qu'on va nous faire croire que nous sommes, on nous aurait reçus dans ces pays-là? Tous les pays du monde ont des politiques d'immigration. Pourquoi? Mais posons-nous la question. Comment vous expliquez qu'un bonhomme qui était ici, quand il arrive là-bas, il est tellement brillant, s'il ne triche pas, il est brillant dans ce qu'il fait. Pourtant, il a fait des études ici, hein. Il arrive dans les universités là-bas, il donne des cours.
il est ceci, il est cela. Nous sommes formés, c'est juste qu'on se dit que bon, on nous a dit en grandissant qu'il faut aller de l'autre côté. Alors tout le monde ne vit qu'en pensant à ça. D'ailleurs, qu'on ne pense même pas à améliorer notre quotidien parce qu'on se dit que de toute façon, on ne va pas vivre ici. Et justement, c'est certainement pour cela. Je vais revenir à l'un de tes romans, le troisième, je crois, Voyage entre ciel et terre. Dans Voyage entre ciel et terre, quand Mamadou Niang entame son périple, il va traverser tout, mais son voyage n'aboutit pas. Donc, il essaye de rejoindre l'autre côté, mais ça n'aboutit pas. On a un petit problème de connexion. Oui, justement, ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Je dis que ce n'est pas aujourd'hui que Greg a commencé avec ce combat, si on peut l'appeler ainsi, avec cet engagement. Déjà, parce qu'il y a Mamadou de l'immigration, mais qui n'y arrive pas. Donc, c'est quelque chose qui se poursuit. Mais la place de l'institution à l'intérieur, la faute, quelque part, nous revient. Aujourd'hui, la faute, elle est certainement la nôtre. Notre histoire, on ne l'écrit pas assez. Notre pays, on ne le vit pas assez. Notre continent, on ne le vit pas assez. Donc, là, on se retrouve à un endroit où on a besoin de savoir, comme c'est nos deux personnages centraux dans le bal de cette colline, qui vont devoir aller sur le terrain. Bien sûr, il y a des connaissances universitaires en histoire, mais il faut donc aller sur le terrain et se trouver face à une toute autre réalité. Mais maintenant, Greg, moi je sais comment tu travailles, tu as amené beaucoup d'informations, mais l'information n'est pas toujours accessible. Alors comment on peut avoir l'information? Voilà, par exemple, nos livres ne sont pas faciles à trouver. Alors l'information, comment on peut facilement l'avoir? On fait des recherches, là on a Internet maintenant. On fait des recherches sur Internet avec des mots-clés. Des mots-clés, vous tapez un nom, le nom vous donne d'autres informations en fait. Nous, on a la chance d'être, je suis à Yaoundé par exemple, et je peux aller sur les lieux directement. Par exemple, je suis allé à la briqueterie. À la briqueterie, c'est magnifique de savoir comment la briqueterie s'est installée. Et on a encore les vestiges à l'heure actuelle, savoir comment la briqueterie, le quartier de la briqueterie est devenu le quartier de la briqueterie. Pourquoi c'est sur la colline? On explique tout. On explique même la façon dont les gens se sont installés. D'abord sur la colline parce qu'il y avait l'eau qui passait en bas. La Biègue et la Bidie, les noms me fuient un peu, et ça débordait. Donc les gens s'installaient d'abord en hauteur. Donc vous allez à la briqueterie, vous allez voir, tout est là. Vous marchez dans des quartiers comme les Vokada, les Vombi, allez dans les petites ruelles, il y a toujours des petites choses. Il y a toujours des personnes d'un certain âge qui veulent vous parler. Il y a toujours des quartiers comme Fandena. Il y a toujours. Et puis, nous, on a une histoire quasiment contemporaine, on va dire, hein, parce que dans la construction de la ville de Yaoundé, donc les quartiers comme Olembe, il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'était la brousse encore là-bas. Là, c'est facile d'avoir les informations. Encore, il y a encore des gens qui sont là, qui vous allez vous demander, vous interroger les chefs, les ceci, les cela. Vous avez ces informations. On marche partout. On peut même à faire un travail d'archéologie, même à certains endroits. Il y a des endroits comme la première cathédrale qui a été construite en volier. Bon, la cathédrale d'aujourd'hui, ils appellent ça comment? La grande église, j'ai oublié le nom, a été construite sur les vestiges de la première cathédrale de Yaoundé, construite par un Allemand, Monseigneur Vieter, et tout. Il y a toujours des traces, en fait. On peut toujours avoir le renseignement et tout. Et après un moment, aller sur Internet, essayer de recouper les choses. Savoir. Moi, j'étais surpris, encore une fois, que les personnes même qui ont parlé d'Ongba Bissogo, ce sont les Occidentaux. Certains chercheurs occidentaux dans les années 50-60 ont écrit sur Ngba Bissogo. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai cherché aucun jeune fils de cette contrée n'a écrit sur Ngba Bissogo. Mais d'autres personnes l'ont fait. Il y a des informations qu'on prend là-bas, il y a des informations qu'on prend sur le terrain, il y a des informations qu'on prend auprès des anciens. Il y a des vrais anciens encore qui peuvent nous raconter. Et on essaie de trianguler un peu tout ça, de voir comment on dit, l'intersection de tout ça. Quelles sont les informations qui reviennent la plupart du temps, mais qui doivent être vraies. Quand on essaie d'aller au musée national, moi, quelque chose qui m'a choqué au musée national, c'est qu'il n'y a pas de photo d'Ongba Bissogo. Il n'y a pas un Ambelenkou là-bas.
Et j'avais demandé pourquoi est-ce qu'il y a Pomba, par exemple. Les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est quand ils ont juste commencé à parler, même au niveau du musée national, on nous présente les gens que le colon a désignés comme étant des héros. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et ces personnes, justement-là, sont des personnes qui ont entretenu le mythe de l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est pour ça que nous sommes si perdus. Nos enfants sont perdus. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué. Nos enfants sont perdus, ils ne savent pas qui ils sont. Entre l'éducation dite moderne et qui ne va pas vraiment avec ce qu'ils sont en profondeur. Parce que nous sommes des Africains, il ne faut pas occulter ce fait-là. Nos enfants, on essaie de les élever comme en Occident. Et déjà aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, Internet, la télévision par satellite, tout ce que vous voulez, il y a toujours un peu tous ces mélanges-là qui courent dans leur esprit, dans leur tête. On ne sait même pas qui on est. Donc, c'est un travail qu'on doit faire, parler avec les enfants, parler avec les enfants. Vous savez, on ne décrète pas. Quand on dit l'institution, on ne décrète pas certaines choses. On ne décrète pas la connaissance. Ça va tout doucement. Maintenant, il peut arriver que suite à un certain élan de la population des gens, que le législateur dise qu'à partir de maintenant, justement, parce que le législateur est là pour s'exprimer au nom du plus grand nombre. Parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à décréter. On ne peut pas dire que ouais, maintenant tous les Camerounais doivent acheter un livre tous les mois. Ça ne va pas donner, ça ne marche pas comme ça. Mais maintenant, si on se rend compte que les Camerounais veulent des livres, ils en demandent. Maintenant, l'institution, l'État peut faire en sorte que peut-être l'impression des livres soit subventionnée afin que les livres reviennent moins chers aux gens, qu'on puisse vendre un livre facilement à 1000 francs. C'est toujours la population qui doit créer le mouvement, en fait, pour qu'on arrive à certaines choses. L'État est juste là pour administrer. L'État, à la limite, même l'État ne prend pas d'initiative. L'État est là pour administrer, mais la force doit venir du peuple. Et plus le milieu, j'aime bien parler, notre milieu, on aime souvent faire comme si l'art, la littérature et tout, ouais, c'est sacré, d'accord et tout, mais il faut de l'argent pour qu'un microcosme fonctionne. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent d'une façon ou d'une autre. Il faut que les auteurs, les relecteurs, tous les gens qui participent à ce microcosme-là puissent en vivre. Sinon, comment ils peuvent faire? Même pour faire des recherches sur le terrain, il faut un certain équipement, il faut certaines choses, il faut une certaine organisation et tout est payant. Donc, il faut que notre milieu puisse produire de l'argent. Et c'est à nous de réfléchir à tout ça. Nous, on va bientôt avoir 50 ans. On peut réfléchir à tout ça maintenant, se poser ces questions-là. Comment on fait pour faire quelque chose? Nos aînés, peut-être n'ont pas pu le faire, n'ont pas su le faire. Ou à l'époque, on parlait d'autre chose. Maintenant, nous, on peut réfléchir à ces questions-là. Et surtout, essayer de comprendre pourquoi est-ce que on n'offre pas des livres à Noël aux gens, ou très peu. On pourrait commencer à offrir des cadeaux de Noël aux gens, ce sont des livres, faire ce genre de choses, rendre la littérature plus cool, plus sympa, c'est-à-dire voilà, que les jeunes aient envie de lire, que ce soit à la mode de lire. On peut toujours. C'est que c'est toujours un travail à faire. C'est un travail à faire, ce sont des choses à construire. Si on a pu construire notre vie, en 150 ans, on est en train d'avoir des échanges sur Internet, on pilote des avions et tout. Ce n'est pas créer une industrie du niveau diable en Afrique qui nous sert avec nos propres héros, avec nos propres choses. On peut tout faire, moi je crois. Je suis un optimiste. Bon. Ouais, et puis, en évoluant ainsi, justement, et en regardant la littérature, en voyant tout ce qui se fait comme travail, depuis, j'ai commencé à faire, on se connaît depuis 2009, et on a mis sur pied un certain nombre de choses pour pouvoir faciliter l'écriture. Et la connexion déconne. Alors, Ray, tu nous entends? Ray déconnecté. Allô? Greg, tu es avec nous? Oui, je suis là, je suis là. Ben, je ne sais pas.
Là, il est 17h19. Vous me suivez? Ok, Oui, là, c'est bon. c'est bon. Vous me suivez, Dominique, tu me suis? Oui, là, c'est bon. Voilà, la connexion doit déconner un peu là. Est-ce que toujours avec nous? Oui, bon, oui, je crois que Oui, oui, c'est ça. Donc, je parlais un peu de. Oui, ok, je parlais de cette. En fait, de la facilité déjà qu'il y a, ou alors la difficulté qu'il y a à intégrer un certain nombre de choses dans ce que nous faisons aujourd'hui. Et quand on va parler de cette histoire, on a ce déracinement permanent qui, qui s'est déjà installé et, et l'ailleurs semble plus intéressant en ce qui concerne l'épanouissement personnel. Bien, maintenant, quand on revient à nous, Greg, quand on revient à nous et qu'on observe comment la littérature, elle est traitée déjà, comment le livre, lui, l'auteur, quel est son rôle? Déjà, par-delà ce que tu as produit, et c'est quelque chose d'intéressant quand on va lire Le bal de cette colline, que je demande vraiment aux gens d'acheter et de lire. Et si chacun peut balayer devant sa porte ou alors écrire l'histoire à partir de sa région, une belle fiction qu'on va nous offrir, je crois qu'on aura quelque chose. Mais maintenant, comment on fait déjà le rôle de l'auteur dans tout ça? Maintenant, s'il a un nouveau rôle qui est celui de l'engagement, qui est celui de réécrire sa propre histoire, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Par quoi il commence déjà? Pour écrire sa propre histoire. Je ne sais pas, on peut. J'ai un ami, après qu'on ait fait le bal des sept collines, qui m'a dit qu'il voulait raconter l'histoire de son village, de sa contrée, par le prisme de son arrière-grand-père, qui était un grand guerrier. C'était déjà un début. Et il a rassemblé beaucoup d'informations sur son arrière-grand-père, avec qui on pouvait déjà faire ce travail-là. Donc déjà, si vous voulez commencer un tel travail, et surtout le romancer, parce que le roman, en fait, c'est plus facile, c'est plus accessible qu'un gros livre scientifique et tout. Créez-vous des héros, soit dans votre famille, soit dans votre contrée. Quelqu'un qui va nous raconter l'histoire, en fait. Parce que la crédibilité va tenir du fait que la narration est faite par quelqu'un, soit d'âgé, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, en fait. Et on commence à raconter tout simplement comme ça. On peut d'abord commencer de façon, on va dire, méthodique. On prend une année, peut-être on va raconter l'histoire à partir de 1700. On dit en 1700, il y a ci, il y a ça, on raconte à partir de là. Et on remonte jusqu'à nos jours, par exemple, en essayant de combler toutes les failles. Bon, certaines personnes peuvent raconter différemment à partir du présent pour retourner un peu dans le passé, petit à petit et revenir. Mais en tout cas, dans un travail comme celui-ci, pour que les informations, il faut être sûr que les informations sont bonnes. C'est-à-dire que faire des recherches sur Internet, sur le terrain, questionner les anciens. Questionner les anciens, se documenter par des lectures diverses et après rassembler les informations et créer le bon grain de livret. Pour la rédaction, après, c'est autre chose. Ça va dépendre maintenant du talent de chacun, de la facilité de chacun à rédiger les choses. Et maintenant, chacun peut rédiger avec son aisance. Si vous aimez raconter des histoires, vous pouvez raconter comme une histoire. Si vous aimez plutôt des essais, vous pouvez écrire comme un essai. Mais c'est justement bien que chacun raconte l'histoire de sa contrée, ou même d'une autre contrée. Parce que moi, je parle de l'histoire de Yaoundé, je ne suis pas d'ici. Que quelqu'un parle d'une histoire qu'il connaît, et ça sera déjà bien. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, qu'il raconte déjà une histoire. Qu'on comprenne déjà que notre histoire n'a jamais été racontée. Ça, c'est le cas de le dire. Parce que tout ce qui a déjà été, tout ce qui est dit jusqu'ici, ce n'est pas notre histoire. Donc, ce que je veux dire, on peut raconter plein de choses maintenant. C'est-à-dire qu'aller sur le terrain, aller région par région, mais c'est un travail fastidieux. Donc, ce serait intéressant que les gens qui sont dans ces régions-là puissent faire ce travail eux-mêmes, déjà au quotidien, aller sur le terrain, essayer de se questionner, être curieux, savoir que dans ce village, comment est-ce que, est-ce que le colon est arrivé ici, si oui, en quelle année,
comment est-ce que, voilà, qui était là, qui n'était pas là, ainsi de suite, et raconter une histoire autour de cela. C'est un peu ça. Et sinon, après, vous D'accord. rapprochez de l'édition. Ok, ok, ça c'est bien noté, Greg. Nous avons une question venant d'Acolyte. Et pour cette question, j'aimerais aussi rappeler qu'un livre que j'ai lu, qui a été écrit par le docteur Francis Kouikoua, qui est enseignant aux États-Unis, le marquis de Bamogum, c'était le meurtre d'Oumbe Sagon. C'est un personnage que je découvre aussi. Et je suis rentré dans certains dessous de certaines valeurs aujourd'hui présentées à l'Ouest et qui, dans le fond, ne sont pas des valeurs authentiques de ces régions. Alors, la question d'Acolyte, de ces par exemple, dans la question d'Acolyte, va dans le sens, comment pouvons-nous être sûrs que les valeurs que nous pensons africaines le sont réellement? Quand on connaît la Bible, ce qu'elle dit, les interdits qui ont été imposés, les habitudes, les valeurs occidentales et tout le reste, comment peut-on être sûr que les informations qu'on a sont authentiques? Le mot vrai est beaucoup apparu dans ton discours. Tu parlais de vérité, tu parlais de vrai, tu parlais de sécurité, d'être rassuré, mais comment peut-on être certain justement que certaines choses que nous entendons, même des vieux, que ces choses-là sont vraies? Qu'est-ce qui peut nous le garantir? Il faut juste remonter le plus possible. La vérité va se trouver le plus loin possible. Et évidemment, comme on dit, il faut plusieurs preuves. Il faut plusieurs témoins pour confirmer ou pour corroborer, en fait. Parce que où nous en sommes, comme la question d'Acolyte dit, beaucoup de nos choses, ce qu'on croit être nos traditions, en fait, sont occidentales. Et c'est vrai. C'est-à-dire que même la façon dont on fait la dot, on croit que c'est nous, mais non, c'est occidental. La façon dont on fait le deuil, parce que notre deuil ne se faisait pas comme ça, c'est occidental. Beaucoup de choses sont de là-bas. Donc, il faut remonter plus haut, plus loin, et vraiment aller dans des vraies recherches. Moi, je dis, plutôt que d'étudier les livres qui ont été écrits après la colonisation sur le diktat du colon, il ne faut même pas les lire, parce que c'est de la désinformation pure. Autant mieux, il faut être totalement inculte plutôt que d'avoir des mauvaises informations. Il faut remonter au plus haut possible. Si on vous dit que le colon est arrivé, par exemple, dans cette région à Epsoum en 1884, mais vous allez posez-vous la question, comment c'était en 1700? Comment c'était en 1800? C'est là-bas où est la vérité, où est la réalité. Et il faut toujours remonter le plus haut possible. Et déjà, quand on sait que, quand le colon est arrivé à partir de 1900, ils ont commencé à installer leurs chefs, leurs pions un peu partout. On peut penser qu'à partir de là, il n'y a plus rien de vrai. Hein. Il n'y a plus rien de vrai. Il n'y a que le diktat de la Bible, il n'y a que le diktat du colon. Il n'y a plus rien de vrai. Ça veut dire que même les personnes qui ont été là, c'était les personnes que le colon a choisies. Et les personnes qui ont été là étaient des traîtres, en fait, ou les descendants des traîtres. Malheureusement, je ne vais pas citer de nom, mais les noms qu'on connaît tous, c'était des personnes comme ça. Donc, imaginez que ces personnes pourraient dire que ce que le colon leur a demandé de dire, ne pourraient faire des choses que le colon leur a demandé de faire. C'est-à-dire que quand vous allez chercher un tirailleur qui est revenu d'un conflit, vous le mettez chef. Et en plus, il parle le français ou l'allemand. Et maintenant, il interdit à tout le monde de parler le patois, de parler la langue des natifs. Voilà, on peut arriver où? Et en plus, le colon avait ce truc-là, c'est que quand il mettait un chef, pour que le chef soit conforté dans son rôle de chef, quand le colon l'adoubait, et le colon l'adoubait parce que lui, le chef, il faisait tout ce que le colon lui disait de faire. Vous savez par exemple que nombre de nos ancêtres, de nos grands-parents n'ont pas vu le colon malade ou faible. Parce que quand un colon était malade ou faible ou mourant, on le cachait. Ils ont toujours vécu en pensant que le colon était immortel, était tout puissant. Donc vous imaginez bien que la plupart des écrits qui peuvent être issus de ces années-là sont erronés à au moins 50, 60, 70%. Quelle est la vérité qu'on peut avoir de tout cela? Quelle est la vérité qu'on peut en tirer? Sachant que c'est la personne qui a fait la guerre, qui a gagné la guerre et qui a imposé tout après. Donc les choses qui sont écrites ne seront que comme ça. Déjà, en lisant ces choses-là, nous-mêmes en lisant, il faut déjà qu'on enlève des mots comme rébellion quand on veut parler de certains héros, qu'on enlève maquis, qu'on enlève ce genre de mots.
qu'on essaye de voir les choses dans la posture de ceux qui étaient là, des natifs, plutôt que dans la posture du colon. Et c'est ça la difficulté. Et la question de la personne tout à l'heure est très pertinente en fait, parce qu'il faut remonter très loin justement. Et justement, plus on va remonter, moins il y aura de documentation. Et c'est ça notre problème. Mais le problème, le bon côté des choses, c'est que plus nous en parlons, plus on va s'y mettre, plus on va réfléchir. On nous a dit que, on nous parle de l'histoire de l'humanité, on nous parle de Lucie, on nous parle de ceci, on nous parle de carbone 14 et autres. Je ne sais pas remonter au 15e siècle, au 17e siècle, qui peut être si difficile que ça, franchement. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Les autres, ils ont réussi à retracer leur histoire jusqu'à 2000, 3000, 4000, 5000 ans même. On nous parle de Jules César et autres machins. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas retracer notre histoire, ne serait-ce que sur 500 ans? On n'est pas plus bêtes que les autres. C'est un travail juste à faire, il faut juste s'y mettre. Et puis nous, on avait beaucoup, justement, je vois quelque chose de la tradition orale, bon, évidemment, ça se fait. Et on tout détruit. Transmettre la culture ou l'histoire a été détruit, brûlé, saccagé, machin, tout. En fait, ils ont fait un reset à notre culture, à notre civilisation. On est parti de zéro, en fait, quand ils sont arrivés. C'est-à-dire que tout ce qui était avant, qui représentait justement l'ancien monde, a été détruit et saccagé. Maintenant, c'est un travail que, voilà, quand on en parle déjà, c'est bien. Quand on en parle déjà, c'est bien, mais il faut s'y mettre pour aller rechercher tout ça, justement pour pouvoir construire des choses plus efficaces. Donc, voilà quoi, il est 17h30 déjà. D'accord. Nous allons prendre de William Tadoum, c'est un jeune auteur aussi, qui écrit lui aussi bien sûr sur les conditions de vie en Afrique. Il a des textes qui vont paraître, qui vont dans ce sens-là aussi. Alors, il dit qu'il est d'accord, mais il pense qu'il y a des extrêmes au vu de tout ce que vous dites. Il n'y a presque pas de documentation, encore moins les témoins. Il n'y a que le voyage astral pour y arriver. Bon, j'aimerais préciser à William Tadoum qui a eu un travail, un processus qui a été développé par l'auteur pour pouvoir aller sur le terrain. Bon, il y a des choses qui ont lié, il faut aller sur le terrain. Il y a encore des témoins. Il y a des livres, par exemple. Il y a la bibliothèque Cheikh Anta Diop à Douala du prince Alexandre Koumandoumbé, qui a des livres, qui a des textes authentiques, qui a des textes, qui a même des audios, même des vieux, des centenaires, qui racontaient dans leur langue, bien sûr. Il y a des bakoko, il y a d'autres langues, il y a d'autres langues là-bas. Donc, il faut déjà, mais ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est se documenter quand on a sur Internet. Qu'est-ce qu'on en fait avec la jeunesse aujourd'hui, déjà? Donc, c'est pas un voyage astral, William, c'est pas un voyage astral. Il y a évidemment des points pour aller, mais commencez autour de vous, déjà. Je crois, Greg, c'est dans ce sens que tu le rappelais pour ceux qui veulent faire de la recherche pour écrire. Et ce que notre auteur vient de dire est assez caractéristique et symptomatique de comment nous voyons en Afrique. C'est-à-dire qu'on est incapable justement de réfléchir à ces choses-là. On se dit que ouais, s'il faut faire un voyage astral. Je disais tout à l'heure comment les autres, ils ont pu dater leur histoire depuis 3, 4 000, 5 000 ans. Ils ont créé des mécanismes, ils ont fait des recherches, ils ont créé des sciences pour ça. Pourquoi est-ce que pour nous, c'est toujours des histoires, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible? Pourquoi c'est impossible? Pourquoi c'est impossible? Il y a des gens, ils ont 2000 à 3000 à 4000 ans, ils construisaient le Colisée, ils construisaient des choses gigantesques. Comment ils faisaient? Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on pense qu'aller savoir ce qui s'est passé en 1700, en 1600, c'est qu'il faut le voyage astral? Sérieusement, posons-nous vraiment des vraies questions à un moment donné, qui nous sommes, et comment nous nous voyons nous-mêmes. Parce qu'on se voit toujours comme des personnes incapables. Comment les autres ont fait, franchement? Franchement, posons-nous la question. Il y a moyen de remonter. Il y a moyen de remonter l'histoire. Il y a moyen de faire des recherches. Il y a des moyens de chercher la documentation. C'est du travail.
on travaille et on va arriver là où on va arriver. Il faut avoir le bon état d'esprit. Il ne faut pas penser que les choses sont bloquées, que les choses sont impossibles. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Nous ne disons pas qu'il faut le voyage astral, il faut la magie, il faut la sorcellerie, il faut je ne sais pas quoi. Franchement, allons chercher les choses de façon scientifique, on va les trouver. Bon. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou pas parce que. Ok, merci Greg. Alors, je vais te poser cette dernière question. D'accord. Allô? Oui, moi j'écoute. Oui, Dominique. Okay. D'accord, Dominique, donc, maintenant tu vas prendre, on va vers la fin. Donc je te laisse le soin de... Je vais continuer. Alors, j'aimerais justement te poser la question pour chuter par rapport à ce que tu préconises pour la jeunesse, voilà, pour produire une œuvre qui est à la fois une œuvre qui s'inscrit à la fois également un temps d'arrêt, voilà, sur la lecture d'écriture, l'écriture de qualité basée sur et qu'est-ce que tu préconises à la jeunesse là? La littérature et l'écriture, il faut comprendre qu'il y a l'inspiration qu'on peut avoir. Comme je dis, l'inspiration, tout le monde peut être inspiré. N'importe qui peut être inspiré, même mon chat, même mon chien a l'inspiration. L'inspiration, tout le monde l'a. Mais maintenant, tout le monde ne peut pas écrire, tout le monde ne sait pas écrire. Il y a des gens qui peuvent écrire naturellement. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à écrire. Apprendre à écrire suppose apprendre à écrire. Savoir ce qu'il y a dans une œuvre littéraire. Il y a quoi dans une œuvre littéraire et comment on fait pour arriver à ce niveau-là. Et il y a les niveaux d'écriture. L'écriture, en plus, varie, c'est-à-dire à 20 ans, tu n'écris pas comme quand tu avais 20, à 15 ans, à 25 ans, c'est différent, à 50 ans, c'est différent. Par exemple, plus tu grandis, plus tu montes en niveau. C'est un peu tout ça. Dans l'écriture, on apprend. Il faut penser à apprendre à écrire. L'inspiration, c'est la chose la plus, j'en ai dit, la plus ordinaire qui soit. Donc, la plus ordinaire qui soit. Tout le monde est inspiré. Tout le monde. Quand vous dormez chez vous, vous avez une inspiration. Tout le monde est inspiré. Mais c'est écrit qui pose un problème. Tout le monde ne peut pas écrire naturellement. Tout le monde ne sait pas écrire naturellement. Mais tout le monde peut apprendre à écrire. Il faut se rapprocher des gens qui ont des méthodes pour apprendre à écrire. Et quand je dis méthode, ce n'est pas des méthodes magiques. Hein, c'est pas que vous allez voir quelqu'un, vous discutez 10 minutes et vous savez écrire. Il y a des méthodes d'apprentissage d'écriture qui existent. Et tout, on travaille sur quelques-unes. Moi, j'invite tout le monde vraiment à se mettre dedans, à apprendre à écrire, à chercher sa route, à chercher son chemin. Ne pas penser que tout va tomber, ne pas penser qu'il y a des choses impossibles. Et donc, par rapport au bal de Colline, quels sont les points de vente de l'œuvre, combien est-ce que ça coûte et est-ce que vous prévoyez des dédicaces du Cameroun? On a déjà fait la présentation, la dédicace, bon, c'est vrai qu'on en a fait plusieurs. Le prix, il est en vente à la matin, il est en vente en ligne sur quasiment toutes les plateformes dans le monde en fait. Hein. Il est en vente en ligne, il est en vente chez nous en deuxième édition. Vous tapez une deuxième édition, vous allez avoir l'adresse, vous tapez la montagne, vous allez avoir l'adresse, vous tapez le titre du bouquin, et vous dites là où vous êtes, on vous donne l'adresse la plus proche de chez vous pour la voir. Le livre, il coûte 10 000 le livre. D'accord, merci Greg, merci pour cet échange. J'ai de plus en plus de mal à vous entendre. Ok, je dis, nous tendons vers la fin de l'échange. Et donc, je vous remercie, vous, les internautes. Je laisse
Ok, bah, merci de l'opportunité que vous m'avez donnée là aujourd'hui. Ça m'a fait du bien d'échanger et j'espère qu'on reprendra l'expérience très bientôt. Oui, merci, c'était un honneur pour nous de vous avoir. Et vous avez entendu, pour ceux qui nous suivent en ligne, l'ouvrage est disponible sur toutes les plateformes en ligne et également sur le site de l'auteur. Donc, merci pour cet échange, merci à Frédéric, merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez regarder l'échange après pour ceux qui n'ont pas pu se connecter sur notre chaîne YouTube. Donc, reste pour après. Bye bye. Au revoir.